Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Avant-propos. La légitimité ne veut rien dire. C'est le peuple qui la donne et peut aussi la reprendre. Salma Bakar, députée à l'actuelle Assemblée constituante tunisienne. Ira, c'est-à-dire dégage, scandaient à l'unisson aussi bien les manifestants du Caire et de Tunis en ces derniers jours de juillet 2013. Ces apostrophes s'adressaient au pouvoir islamiste qui régnait alors en maître absolu dans les deux capitales, et dans chaque cas, il s'agissait de contester la place dans la société que ces pouvoirs islamistes avaient accordée à Dieu, en l'occurrence, le Dieu de l'islam. En un mot, ce sont les fondements religieux de la société imposés par les nouveaux gouvernements, qui avaient alors déclenché l'ire d'une partie importante des sociétés civiles égyptiennes et tunisiennes. Ainsi a été posée par les arabo-musulmans la place que doit occuper le Dieu de l'islam dans leurs sociétés respectives. Dieu est de toute façon de retour au cœur des conflits du monde arabo-musulman, et c'est au nom de Dieu, comme au temps de notre Moyen-Âge qu'on y tue désormais. Les tentatives d'appliquer à des degrés divers et avec des succès divers, la charia et le droit musulman a affecté ces dernières années la plupart des pays qui composent le monde arabo-musulman, un monde qui s'étend respectivement du Maroc aux portes de l'Iran et de la Turquie au Yémen, à quelques encablures de l'Europe. Cette zone dont l'histoire a été caractérisée par une alternance de périodes de lutte et de paix, est aujourd'hui à nouveau en ébullition, en proie à un tsunami que rien ne semble pouvoir arrêter. Rares sont les pays qui, comme l'Algérie, ont échappé pour le moment à cette tourmente. La déstabilisation récente de cette immense région ne constitue pas seulement un problème pour chaque pays concerné, mais aussi pour l'Europe voisine qui assiste impuissante et effrayée à ce tsunami imprévu. Elle continue à privilégier la nécessité d'un dialogue interreligieux dont certains partis islamistes ne veulent même plus, tant ils sont convaincus de leur supériorité. Elle sait que tous ces débordements vont l'affecter, alors que de nombreux musulmans d'Europe sont déjà en révolte et que de nouveaux réfugiés venant de Syrie et d'Égypte tapent désormais à ses portes, fuyant les conséquences de cette vague dévastatrice. Citoyens syriens forcés à l'exil suite à une guerre civile de plus en plus atroce, chrétiens d'Orient chassés ou susceptibles de l'être par des djihadistes fanatisés, Coptes d'Égypte haïs par les salafistes et les frères musulmans qui ne voient comme alternative que exil, réfugiés irakiens sunnites et chiites qui fuient des combats meurtriers quotidiens, Libanais de toute confession qui ne se sentent plus en sécurité et qui prévoient à nouveau le pire, sans oublier toutes les victimes économiques de ces guerres sans fin. La Libye décomposée participe aussi à renforcer ce chaos. Déjà, depuis de longs mois, des bateaux de fortune remplis de migrants s'échouent à un rythme accéléré près de Lampedusa ou à Malte. L'Occident n'en parle pas ou peu, car en parler trop serait tacitement reconnaître la faillite de la stratégie occidentale au Moyen-Orient, particulièrement en Syrie, où les forces extrémistes ont pris dans les 2 dernières années une importance considérable grâce aux aides occultes et pérennes d'un Occident très consentant. Jamais l'Amérique d'Obama n'avait autant appuyé indirectement ou non l'islam politique, celui des gouvernements de Tunis et du Caire, mais aussi l'islam salafiste et extrémiste de Syrie qui profite pleinement du bourbier que nous avons contribué à créer. Le regain de djihad en est la conséquence et la Syrie d'aujourd'hui l'épicentre actuel. L'Europe est peu consciente que cette montée en puissance du djihadisme mondial dans tout le Moyen-Orient la menace, comme l'a rappelé le grand spécialiste Michael Morel. Depuis quelques mois, la situation en Syrie s'est dégradée. Les groupes islamistes comme Al-Nosra ou l'État islamique en Irak et au Levant, tous deux affiliés de près ou de loin à Al-Qaïda, ont pris de plus en plus de poids face aux combattants de l'armée syrienne libre, ASL, relégués au second plan. L'Occident refuse de voir cette situation en face. Le président François Hollande, en visite à Tunis, a pu déclarer devant la Constituante « La France sait que l'islam et la démocratie sont compatibles ». Cette phrase est trop générale pour être totalement vraie, et elle souscrivait à un dessein politique évident.
Il fallait plaire à une assemblée dont la majorité est islamiste. Il est vrai que la jeunesse qui s'est révoltée à Tunis et au Caire réclamait l'avènement d'une démocratie proche de la nôtre, et c'est pour cela que nous avions trouvé ces soulèvements si sympathiques. L'islam politique modéré qui accepte le pluralisme politique et le concept de citoyenneté mettant chaque citoyen sur un pied d'égalité, au-delà des croyances et des dogmes, est susceptible de se rapprocher de notre conception de la démocratie. Mais ce n'est pas cet islam qui a gagné les élections en Tunisie ou en Égypte. C'est au contraire un islam dogmatique, celui d'une coalition de frères musulmans ou affiliés et de salafistes qui rejettent une partie des valeurs occidentales, au nom de leur islam, les valeurs des droits de l'homme, notamment l'égalité des genres, l'égalité civique des non-musulmans, le concept égalitaire de citoyenneté et le droit absolu d'expression philosophique et artistique. Cette société contrainte et brimée ne pourra jamais être qualifiée de société démocratique au sens où nous l'entendons, sauf de créer un second concept de démocratie, celui d'une nouvelle démocratie islamiste, comme l'Occident à l'époque du communisme avait accepté celui de démocratie populaire. En ce sens, la phrase de François Hollande est spécieuse et voire même dangereuse pour les valeurs de l'Occident. Nous savons trop bien comment les oulémas de l'extrême, saoudiens et qataris, invités en Tunisie ont vilipendé les valeurs occidentales et celles de notre démocratie. Il est temps d'ouvrir les yeux. De même, la célèbre comparaison du président de la République tunisienne, Moncef Marzouki, affirmant que l'islam politique est le pendant de la démocratie chrétienne européenne est dépourvue de sens. Une démocratie chrétienne tolère des partis de non-croyants ou d'agnostiques, l'islam politique jamais jusqu'à présent. De plus, la citoyenneté en Europe voire en Occident ne se fonde pas sur la religion, mais sur le concept fédérateur de citoyenneté et d'humanisme. Il ne faut pas tomber dans l'amalgame. Qui n'est pas musulman dans un pays arabo-musulman est déjà en partie un étranger, ou à tout du moins un semi-citoyen. Les Coptes sont là pour nous le rappeler. L'Europe commence à avoir peur de ce monde arabo-musulman en convulsions soudaines, et d'ailleurs, une fois passée l'allégresse de la révolution de Jasmin et des autres printemps arabes subséquents, porteurs de valeurs proches des nôtres et d'un certain espoir de progrès en matière de civilisation, l'Europe a préféré parler d'un hiver arabo-musulman, et non plus de printemps, hiver provoqué par l'accession fulgurante au pouvoir des frères musulmans ou de leurs alliés idéologiques. Ce fut le cas en Égypte, en Tunisie et au Maroc notamment. Seule la Libye post-Kadhafi a échappé à cette prise de pouvoir, car la confrérie des frères musulmans d'origine égyptienne y est mal considérée, comme tout ce qui provient d'Égypte par ailleurs. La Libye s'est en effet toujours méfiée de l'Égypte, mais ceci n'empêche pas qu'une immense majorité du pays y réclame l'application de la charia. Tandis que l'émergence d'une société islamiste ou islamisante se précisait dans de nombreux pays, remettant donc la charia au centre de la vie publique, l'Europe s'est mise soudain à douter du caractère positif de ces révolutions. Certes, elle n'avait pas protesté lors de la chute de certains dictateurs qu'elle avait protégés avec fermeté et conviction pendant des années, car elle avait toujours pensé que ces chutes seraient vite comblées par des régimes démocratiques proches des valeurs occidentales. Ce ne fut pas le cas. Et au scepticisme des débuts, est venue s'ajouter une gêne, puis une aversion à peine dissimulée envers les valeurs diffusées par les nouveaux maîtres islamistes au pouvoir. Et pourtant, les États-Unis et dans une moindre mesure, la Grande-Bretagne, sont venus appuyer les nouveaux gouvernements d'obédience islamiste, notamment à Tunis et au Caire, leur trouvant même de réelles vertus en raison du fort tropisme des frères musulmans et de leurs affiliés envers le libéralisme économique anglo-saxon. Business is business, et le manque d'appétence de ces régimes envers les droits de l'homme a souvent été passé sous silence, ou du moins minimisé car affaire oblige. Pendant ce temps, l'Europe se taisait tandis qu'un certain populisme conquérant s'y développait rapidement reprenant les thèses de la nécessaire confrontation des civilisations chères à Samuel Huntington, dont le diagnostic est toujours d'actualité. L'Égypte, pôle essentiel de la civilisation arabe par sa démographie et son histoire millénaire, a failli vaciller dans une guerre civile. Après sa première révolution populaire qui avait réussi à faire chuter le régime de Moubarak, chute suivie d'une période de grand flottement où l'armée et les frères musulmans se sont toisés et affrontés dans l'ombre,
l'Égypte a fait face à une tentative d'islamisation sans précédent depuis des décennies, replongeant le pays dans les miasmes d'une guerre civile que le pays a pu éviter de justesse suite au mouvement populaire qui devait faire chuter le gouvernement islamiste de Mohamed Morsi, lequel sera dénommé Monsieur Morsi dans le reste de L'. Ouvrage. Les frères musulmans qui avaient remporté les élections y avaient exercé un règne sans partage, plus enclins qu'ils étaient à instaurer un État théocratique basé sur les concepts de la charia, que de gouverner pour l'ensemble du peuple. C'est ce régime islamiste militant qui devait créer à son tour un mécontentement général, qui devait vite se transformer en une seconde révolution populaire fédérée par 22 millions de signatures recueillies par le groupe Tamarod. Révolte gigantesque qui devait aboutir au renversement par l'armée de M. Morsi. Ce dernier sera même accusé d'avoir pactisé avec le grand Satan, représenté par le Hamas. Le peuple égyptien s'est alors scindé en deux parties. Les pros et les anti-Morsi, deux groupes étrangers l'un à l'autre qui à leur tour se sont toisés au sein des grandes villes jusqu'à l'embrasement final du début août 2013. Cet embrasement a vu s'affronter des millions d'anti et de pro-Morsi, jusqu'au renversement du président par le nouvel homme fort du pays, le général Abdel Fattah al-Sisi. La grande promiscuité de l'armée avec des millions de citoyens anti-Morsi confère pour le moment à l'armée une certaine légitimité populaire et crédibilise en partie cette nouvelle révolution, même si les trois jeunes instigateurs du mouvement Tamarod, Mohamed Badr, Mohamed Abdelouziz et Hassan Chahine, ont pu compter sur l'assistance des services secrets et l'aide logistique du richissime Naguib Sawiris pour lancer et mener à bien cette révolte. En effet, fort de 22 millions de signatures demandant le départ de Mohamed Morsi, le 3 juillet 2013, il n'en escomptait que 15 millions le 30 juin. Ce sont eux qui ont établi la feuille de route du nouvel homme fort qui pouvait ainsi légitimer son audacieuse initiative. Il y a peu de pays où l'armée est adulée par une grande partie de la jeunesse. Peut-être est-ce une exception de l'histoire qui rend encore moralement plus fort ce nouveau pouvoir égyptien à la recherche d'une légitimité nationale et surtout internationale. D'ailleurs, rien que le risque d'une chute de l'Égypte dans un chaos à la syrienne a ébranlé les monarchies pétrolières, la péninsule arabique tremblant alors à l'idée que l'effondrement de l'Égypte puisse entraîner leur propre chute. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont ainsi, contre toute attente, quelques heures après le renversement de Mohamed Morsi, octroyé une forte aide financière au nouveau régime. Même le Qatar, qui avait pourtant fortement appuyé la confrérie déchue, n'a pu manquer, par la voix de son nouveau Premier ministre, de prendre acte du renversement du régime islamiste. Puis, devant cet échec, l'émir a cru bon d'abdiquer en faveur de son fils, entraînant dans sa chute celle de son ancien Premier ministre Ahmad Ben Jason, architecte zélé de la diplomatie qatari en Syrie et en Égypte en vue d'y renforcer, voire imposer, un pouvoir islamiste. Les événements d'Égypte font d'ailleurs trembler aussi l'Amérique, qui, depuis l'époque de l'ex-président Sadat, avait fait de ce pays le pivot de sa stratégie au Moyen-Orient. Selon des milieux bien informés, le ministre des Armées et homme fort du nouveau régime, le général Abdul Fattah Sisi, qui connaît bien les États-Unis pour y avoir suivi un stage militaire, aurait indiqué aux envoyés américains qu'il ne tolérerait pas d'interférence américaine en Égypte. Le fossé qui existe désormais entre les deux pays paraît important. Alors que la diplomatie américaine a considéré que le renversement du président Morsi était un coup porté à une démocratie en formation, les militaires égyptiens, bien au contraire, considèrent que leur intervention a sauvé le pays d'une dictature. Il s'avère que les premières appréciations sur la situation en Égypte en provenance des services secrets américains et du département d'État se sont par la suite assouplies, et que les spécialistes américains espèrent désormais que le général Abdul Fattah Sisi puisse devenir un allié comme ses prédécesseurs. Pourtant, le porte-parole du Pentagone, George Lill, a reconnu que l'Amérique n'avait aucun pouvoir sur le nouveau régime, si ce n'est le chantage classique du retrait de la subvention annuelle octroyée par les États-Unis à l'armée. De plus, Washington aurait trop peur que de mauvaises relations avec le nouveau pouvoir ne portent préjudice au libre accès de ses navires militaires au canal de Suez. Toute restriction de navigation pourrait être en effet préjudiciable à l'action militaire américaine en Afghanistan et au retrait de ses troupes programmé pour 2014. Déjà, le 30 juillet,
une explosion d'origine inconnue se produisait sur le canal de Suez, ce qui a semblé être un coup de semonce prémonitoire peut être calculé. Face à cette déstabilisation nouvelle qu'elle n'attendait pas, la diplomatie américaine qui avait appuyé les frères musulmans se montre encore hésitante alors que l'Amérique est conspuée par la rue égyptienne, une rue qui a demandé sans cesse avec véhémence le départ de l'ambassadrice américaine du Caire. Pris entre les frères musulmans et le pouvoir de l'armée, les États-Unis ont semblé, le 1er août 2013, accepter la destitution du président Morsi en affirmant par la voix du secrétaire d'État, John Kerry, que les militaires étaient intervenus pour rétablir la démocratie, tout en se contredisant le lendemain à Londres en appelant au calme et à des élections démocratiques. Une nouvelle page des longues relations tumultueuses entre les deux pays s'ouvre désormais. L'organisation d'une résistance de plus d'un mois des frères musulmans dans les plus grandes villes égyptiennes, et particulièrement au Caire, s'est transformée en une contestation de moins en moins pacifique avec un aspect de plus en plus provocateur, animé par un mobile de plus en plus ostensible, celui de créer un État dans l'État, allant sur ses principaux sites à se doter d'armes lourdes, d'hôpitaux, d'équipements de torture et jusqu'à ériger d'imposantes barricades. Les frères envisageaient en effet, à cette époque, un long siège en vue de passer à l'attaque. Il est compréhensible, face à une telle stratégie dont les mobiles étaient de plus en plus apparents, que le gouvernement provisoire formé juste après la destitution de M. Morsi, une fois la période du Ramadan terminée, ait voulu passer à l'offensive, car le statu quo aurait pu se transformer vite en une guerre civile sanglante. Si, lors de l'offensive de l'armée, près de 600 morts furent à déplorer selon le gouvernement, près de 2000 selon les frères musulmans, on peut se perdre en conjectures pour imaginer le nombre de morts qu'une guerre civile généralisée aurait provoqué dans le pays. Dans les faits, l'Égypte s'est brisée en deux parties antagonistes, comme sa voisine la Syrie, et la situation des deux pays tend de plus en plus à se rapprocher aux grandes dames du Qatar qui, dans ses programmes satellitaires d'Al Jazeera de l'été 2013, n'a cessé d'attaquer désormais à la fois l'armée syrienne et l'armée égyptienne pour avoir déclaré la guerre au terrorisme islamique. La situation s'est encore tendue entre l'Amérique et le pouvoir égyptien, après les événements des 13 et 14 août 2013. Les États-Unis ont pêle-mêle dénoncé l'action violente de l'armée égyptienne contre les manifestations pacifiques des frères musulmans, demandé le retour de relations apaisées, appelé à des élections démocratiques et surtout renoncé aux exercices militaires conjoints américano-égyptiens de septembre suivant, mais sans faire allusion à une annulation de l'aide annuelle de 1,3 milliard de dollars octroyée depuis l'époque de Sadat à l'armée. En effet, le choc psychologique d'une telle mesure aurait pu être dévastateur, l'Amérique risquant alors de perdre son influence et de faire basculer l'Égypte dans un autre camp, peut-être le camp russe. La Russie, qui veut en découdre avec les États-Unis, attend son heure. Elle a d'ailleurs annoncé, lors du G20 de Saint-Pétersbourg, début septembre 2013, qu'elle était prête à renouer des liens avec l'Égypte, comme c'était le cas avant la présidence de Sadat. De façon plus globale, de nombreux analystes ont remarqué que l'Amérique d'Obama a secrètement, mais largement, pactisé avec les frères musulmans partout où c'était possible au sein du monde arabo-musulman depuis plus de 3 ans. Le dessein était d'étendre le pouvoir de l'Amérique en s'appuyant sur un courant religieux dit modéré, et l'Amérique pensait sérieusement que les frères correspondaient à ce profil. L'histoire récente nous a montré que les frères n'étaient modérés qu'en apparence. Ce n'étaient donc pas les valeurs classiques de la démocratie occidentale que la diplomatie américaine a essayé de défendre, mais plutôt ses intérêts mercantiles et surtout géostratégiques. Cela explique les compromissions des USA avec les frères musulmans non seulement dans le conflit syrien, visant à leur attribuer au sein de la coalition anti-Assad un rôle de leadership, au plus grand plaisir du Qatar, mais cela a été vrai aussi en Tunisie où Rached Ghannouchi a été couvert de fleurs par les médias anglo-saxons. Cela a été vrai aussi en Libye, où l'islamisme y a été encouragé sous couvert d'une nouvelle démocratie pourtant plus apparente que réelle, et surtout en Égypte. Dans ce dernier pays, M. Morsi, après avoir été considéré comme adversaire de l'Amérique, est devenu un allié fidèle, obéissant aux préconisations américaines, notamment à l'égard du Hamas et d'Israël, mais il est vrai, contre octroi d'avantages financiers non négligeables.
L'irruption des militaires dans la vie politique égyptienne durant l'été 2013 et la féroce répression des 13 et 14 août a remis en question la stratégie américaine à l'égard des frères musulmans, le risque étant que des révélations de grande ampleur soient faites sur les avantages accordés secrètement à ce mouvement par l'Amérique, non seulement en Égypte, mais aussi dans d'autres pays arabo-musulmans. D'ailleurs, les politiciens et officiels américains qui résident en Égypte sont désormais sous le poids d'une menace. À présent, la transition démocratique islamiste n'est plus qu'un lointain souvenir et la mouvance islamiste dite modérée, que les États-Unis cherchaient à présenter comme un modèle à suivre pour d'autres pays arabo-musulmans, ne figure plus dans les dessins américains. L'économie égyptienne, mise à mal par la fuite des investisseurs étrangers et par la désertion des touristes, ne tient plus qu'à un fil. L'avenir de l'Égypte est des plus incertains, et la fracture du pays en deux groupes opposés sera longue à résorber, si elle peut l'être un jour. Les violences sont continues, le Sinaï reste en proie aux attaques djihadistes, les attentats à la voiture piégée s'y multiplient, les risques d'escalade s'accumulent. La Turquie a rappelé son ambassadeur en Égypte, et le Caire a aussitôt rappelé le sien à Ankara et annulé des manœuvres navales communes pour protester contre l'ingérence turque dans ses affaires. En revanche, le roi Abdallah d'Arabie Saoudite a affirmé son appui au nouveau pouvoir égyptien face au terrorisme, et mis en garde contre les ingérences étrangères dans ce pays. La Jordanie a elle aussi dit vouloir soutenir le gouvernement égyptien dans sa lutte pour combattre le terrorisme. Il est vrai que ces deux pays sont fragilisés par les événements moyen-orientaux, et une Égypte forte leur serait bien utile. Jusqu'ici, les pétromonarchies, terrorisés par l'extension des révolutions des printemps arabes, ont réussi cependant à tirer leur épingle du jeu du tsunami déclenché en 2011. Il est vrai que, face à ce tsunami porteur d'exigences de liberté et de démocratie, les pétromonarchies avaient craint d'être emportées elles aussi comme dans un jeu de dominos. Avec une habileté consumée, elles ont réussi à arrêter ces vagues, pour le moment tout du moins, aux abords de la mer Rouge. Grâce à la force de frappe financière, faute de force de frappe militaire, elles ont financé les groupes islamistes dans le but inavoué de leur faciliter l'accession au pouvoir dans les pays en proie à la révolution. Face à des peuples majoritairement peu ou pas éduqués, et donc facilement malléables, ces partis islamistes, forts de ces deniers, ont pu mener des campagnes électorales d'une ampleur démesurée et d'un niveau technologique qu'aucun de leurs concurrents, en plus novices en la matière, ne pouvait égaler. Show à l'américaine, spectacle populaire avec laser, création de stations satellitaires à leur dévotion, distribution de cadeaux généralisés. Tout ceci ne pouvait que renforcer leur victoire électorale. Une victoire qui ne pouvait leur échapper. Ceci se passa comme ces partis l'avaient prévu, mais arrivés au pouvoir, ces gouvernements ont vite fait d'étouffer les revendications populaires du printemps arabe, arrêtant d'un coup violent toute extension de la contestation au-delà de la mer Rouge et octroyant ainsi à leurs tuteurs et sponsors un havre de paix pérenne, à savoir la consécration de leur pouvoir absolu. Les aides financières prodiguées au régime islamiste ont été ainsi rentabilisées, le bénéfice retiré étant l'absence de toute révolution dans chacune de ces pétromonarchies. S'agissant d'États moyenâgeux, c'est là pourtant que la révolution du printemps arabe aurait dû naître. Mais le cours de l'histoire est presque toujours illogique. On en a eu la preuve quand le grand poète qatari, Mohamed Al-Ajami, alias Ibn al-Dib, arrêté le 16 novembre 2011 à Doha pour avoir écrit son poème du jardin, Ode à la révolution tunisienne, fut immédiatement condamné à la prison. Les pétromonarchies ont horreur des révolutionnaires et de la démocratie. Pour autant, personne ne saurait prédire durablement si ces régimes moyenâgeux et antidémocratiques pourront perdurer longtemps encore. Certes, ces régimes bénéficient de l'appui occidental dans le cadre de contrats commerciaux gagnant-gagnant, ainsi que d'une solide protection militaire, mais c'est d'abord au cœur du monde arabe que la haine envers ces régimes est vive, quel que soit le pays. Ces États se trouveront confrontés un jour ou l'autre à ce qu'on appelle souvent la violence de la rue arabe, à laquelle ils ont échappé cette fois. Sauf transformation radicale, ce qui leur sera difficile, une autre page de leur histoire risque de s'ouvrir bientôt. Dans ce contexte de grande tension et d'extrême complexité, l'histoire retiendra l'échec patent de l'islam politique en Égypte et en Tunisie au cours de l'année 2013. Il y a peu de temps,
certains islamistes résumaient dans cette phrase lapidaire leur programme politique, « L'islam est la solution », slogan auquel le célèbre écrivain et démocrate égyptien Alaa El-Aswany, auteur de l'œuvre renommée « L'immeuble Yacoubou », a répondu aussi de façon lapidaire. La démocratie est la solution, accusant le pouvoir islamiste qui avait révélé son vrai visage en Égypte d'être un pouvoir islamo-fasciste, un fascisme vert hostile aux libertés fondamentales. En Égypte, comme en Tunisie, l'échec des révolutions arabes est le fruit de grosses erreurs stratégiques des partis à tendance islamique qui, en prenant les rênes du pouvoir, ont immédiatement accaparé, par des voies différentes, les trois pouvoirs constitutionnels que sont les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, ont procédé à la colonisation des rouages de l'appareil de l'État en nommant partout des affiliés peu ou pas compétents, en piétinant la justice, en vassalisant le ministère de l'Intérieur, en muselant la création intellectuelle, en surveillant la presse, en créant des interdits religieux, en bafouant certains droits fondamentaux, en utilisant à l'égard de leurs adversaires un discours arrogant et odieux propice à des assassinats d'opposants, et en délaissant au second plan la relance d'une économie déprimée, anémiée, feignant d'oublier que le mécontentement populaire généralisé signifie l'échec d'un gouvernement. À peu de choses près, ce sont ces mêmes processus qui ont eu lieu au Caire et à Tunis. À Tunis, la paralysie du pays, les assassinats politiques et les ambitions d'Ennahda ont provoqué une suspension des travaux de l'Assemblée constituante de sorte que le pays survit inconstitutionnellement, prolongeant ainsi le bail du parti islamique au pouvoir. Tout le monde s'accorde maintenant pour considérer que la constituante n'était qu'une mascarade d'Ennahda, pour donner à un Occident crédule la sensation qu'un processus démocratique était en route. Pendant ce temps, Ennahda a laissé les salafistes, que Rached Ghannouchi, son leader historique, appelait ses enfants, agir en toute impunité, en particulier les salafistes radicaux d'Ansar al-Sharia. Pendant ce temps, l'économie part en vrille, alimentant le mécontentement populaire. En Égypte où le président Morsi avait accaparé tous les pouvoirs, et où la nouvelle constitution avait été bâclée, l'échec économique et sociétal a été aussi patent et représente une des causes de la naissance de la seconde révolution populaire égyptienne dite des 22 millions de signatures, laquelle s'est terminée par le renversement de M. Morsi, pourtant élu légitimement, comme il s'est efforcé de le répéter maintes fois avant d'être déposé. Cet échec n'est pas celui de l'islam, faisait remarquer Alaa El-Aswany, grand expert de l'islam, mais celui de l'exploitation systématique de la religion au profit d'une idéologie politique sectaire et fascisante. Cet échec est aussi patent en Tunisie où l'Assemblée constituante, ANC, qui avait reçu mandat pour rédiger, en un an ou plus, un projet de constitution à présenter au peuple, ne l'a toujours pas finalisé après plus de 2 ans, après avoir essayé par des moyens souvent subtils d'introduire dans le projet les fondements de la charia, premier brouillon, puis le concept de la femme complémentaire de l'homme, selon le second brouillon. Aujourd'hui, la volonté des islamistes tunisiens est d'imposer dans le préambule l'idée que les valeurs de l'islam sont la base de la Constitution, alors que les démocrates tunisiens insistent pour que cette formule soit complétée par la formule suivante, l'islam et les principaux droits de l'homme. Malgré l'existence d'un 3e puis d'un 4e brouillon, la Constitution n'est toujours pas finalisée et bute sur des principes civilisationnels. Puis, suite aux 3 assassinats de leaders politiques, dont le dernier remonte à fin juillet 2013, de nombreux laïcs se sont retirés de l'ANC, près de 60 en tout, laissant les islamistes face à eux-mêmes, situation qui ressemble à celle qui avait prévalu en Égypte à l'époque de M. Morsi. Début août, les travaux ont été même suspendus. Une partie des opposants réclame même la dissolution de cette assemblée sous prétexte qu'elle a dépassé les délais légaux impartis par le mandat populaire, et qu'elle a donc perdu toute légitimité, ce qui est vrai en matière de droit. Mais le pouvoir islamiste tunisien n'en a cure. En effet, plus la rédaction du projet de constitution se prolonge, plus il peut justifier son maintien à la tête de l'État, dans l'attente d'un projet définitif qu'il souhaite le plus tardif possible. Cette situation qui perdure lui a permis progressivement de transformer le pouvoir constituant en pouvoir exécutif, et ce, en violation formelle avec le mandat populaire très strict qui ne portait que sur la rédaction d'une constitution. Le parti majoritaire et son gouvernement se sont permis, sans mandat du peuple,
de régenter à leur gré la société, facilitant l'assassinat par des forces de l'ombre de deux importants opposants, Chokri Belaïd le 6 février 2013 puis Mohamed Brahmi le 25 juillet. Ainsi, aussi bien en Égypte qu'en Tunisie, les partis islamistes ont ainsi abattu leur masque et montré leur véritable identité qu'Emmanuel Valls, ministre de l'Intérieur en France, a appelé le fascisme vert. L'armée a renversé M. Morsi en Égypte. En Tunisie, le peuple des démocrates manifeste chaque soir pour exiger la chute du second gouvernement, tout comme la puissante centrale syndicale UGTT. Le politologue Hamadi Redissi ne disait-il pas avec juste raison: nous saurons dans les jours qui viennent si Ennahda est un véritable parti politique ou si c'est une bande d'aventuriers, et nous le saurons de deux façons, s'ils utilisent la violence et s'ils s'agrippent au pouvoir. Quant au Maroc, le parti islamiste appelé par le roi pour gouverner a été critiqué vertement par ce dernier dans son récent discours à la nation. Les partis islamistes qui avaient été pourtant plébiscités par les urnes ont échoué à imposer leur concept qui se résume en ces mots simples: l'islam est la solution. Comment en est-on arrivé là? Cet ouvrage, en prenant les exemples du Maroc, de l'Égypte et de la Tunisie, se propose d'expliquer comment s'est rapidement manifesté l'échec de ces partis islamistes au pouvoir qui se réclamaient de Dieu, et comment cet échec risque d'embraser un monde arabo-musulman en convulsions profondes. Déjà, la guerre d'Irak avait fait 1 million de morts, celle de Syrie en a fait déjà 100 000, et le bilan s'alourdit partout au Yémen et en Égypte tandis que la Tunisie sombre à son tour dans le chaos. Chapitre 1 Les frères musulmans de l'ombre à la lumière, leur fulgurante conquête du pouvoir. L'équation africaine. Les islamistes sont arrivés en raison du mécontentement généralisé. Mais eux, en raison du mécontentement généralisé, ils resteront. Adage africain. Cet adage ne s'est pas complètement réalisé, pour l'Égypte tout au moins. Pendant longtemps, Al-Karbavi a été un membre fidèle des frères musulmans. Il défendait leurs intérêts et croyait en leur cause religieuse. Son admiration pour la confrérie était, selon lui, liée à une quête de la vérité. Leurs activités dans la da'ava, prédication, l'aidaient à retrouver le bon chemin. Les frères ont construit leur réputation et ont acquis du crédit auprès des gens grâce à la prédication. À ses débuts, la confrérie a adopté la voie de la da'ava jusqu'en 1939 et la création de son appareil secret, ou Al-Tanzima al-Qassa, sa branche paramilitaire. Durant les années 1970, les activités de la da'ava ont pris le dessus. Sous le régime de Moubarak, les frères musulmans sont devenus petit à petit un mouvement politique. Les activités relatives à la religion ont reculé. Mais pour les gens ordinaires, la confrérie est restée liée à l'image d'une association de bienfaisance persécutée par les autorités, a souligné Al-Karbavi. Dans ses deux ouvrages, Le cœur des frères musulmans et Le secret du temple, Al-Karbavi fait part de sa manière de voir les frères musulmans. Il présente une vision de l'intérieur, partageant son expérience et le monde secret de ses membres. Le cœur des frères musulmans, paru chez l'éditeur Al-Hilal, est actuellement réédité par la maison d'édition Nadé Masser. Al-Karbavi a dû ajouter quelques détails croustillants, à la suite de l'accession des frères au pouvoir. Le secret du temple en est aujourd'hui à sa 15e édition et ne cesse de susciter des controverses, avec notamment le moment critique de sa publication. J'ai commencé à écrire ce livre dès que j'avais ressenti que les frères musulmans allaient accéder au pouvoir. J'ai voulu donc livrer un simple témoignage, laissant au lecteur le choix de prendre ce que j'ai écrit au sérieux ou pas. Dans ce livre, Al-Karbavi précise: la confrérie était comme une lune qu'on apercevait au loin, toute belle et lumineuse. Puis, on devient plus terre à terre et l'on découvre à quel point elle est sombre et opaque. Le chemin de la piété et de la prédication n'a jamais été le vrai choix des frères musulmans, selon Al-Karbavi, qui soutient désormais l'association de la Renaissance et du renouvellement. Celle-ci vise apparemment à combler les lacunes dans le domaine de la prédication. Elle ne cherche aucunement à s'opposer aux frères musulmans, mais juste à assumer un rôle religieux loin de la politique et à attirer des jeunes moins conservateurs. J'ai fourni les idées fondatrices de cette association, mais j'ai préféré ne pas être un adhérent. Je veux plutôt me concentrer sur le travail intellectuel et l'écriture. De plus,
je crois que ma présence au sein d'une telle association va certainement freiner ces démarches. Elle peut engendrer une sorte de rivalité, voire d'hostilité avec les frères musulmans, souligne-t-il. De plein gré, Al-Kerbavi s'est donc retiré. De même, il s'est retiré du parti d'Al-Wasat, le milieu, fondé par des frères dissidents, en raison de sa position lors du référendum du 19 mars 2011. Les frères musulmans constituent une organisation islamiste née en Égypte en 1928 à l'instigation de Hassan al-Banna à Ismaïlia au nord-est de l'Égypte, avec comme objectif une renaissance islamique, la lutte officiellement non violente contre l'influence occidentale. Elle a rapidement essaimé ses idées dans les pays à majorité musulmane du Moyen-Orient, au Soudan et en Afrique du Nord, et a établi des têtes de pont jusqu'en Europe. Certains groupes de partisans se sont constitués en mouvements autonomes, comme le Jama'a al-Islamiyya, ou encore le Hamas. Son opposition fondamentale aux États laïcs arabes a entraîné son interdiction ou la limitation de ses activités dans certains pays comme la Syrie, depuis leur défaite militaire à Hama, ou encore l'Égypte, depuis le renversement de M. Morsi. La lutte contre l'État d'Israël est au cœur du mouvement depuis sa fondation, et le théoricien du djihad armé, Saïd Qutb, fut l'un de ses membres égyptiens les plus en vue. La nébuleuse des frères musulmans serait coordonnée par la Muslim Association of Britain de Londres, s'appuyant sur la banque Al-Taqwa. Elle a pu, au fil des décennies, se ramifier et s'implanter, depuis l'Égypte, dans tout le Moyen-Orient, le Proche-Orient, le Maghreb et une partie de l'Afrique noire. Elle s'est organisée de manière pyramidale, assurant, à partir des instances installées à Londres, la direction centrale. Installés en Égypte jusqu'au début juin 2013, ils sont aujourd'hui au pouvoir à Gaza, en Turquie et en Tunisie, alors que les frères de Syrie et de Jordanie veulent aussi accéder au pouvoir. Dans l'histoire, ils ont toujours eu au cours des décennies une posture de martyr, depuis l'assassinat en 1949 d'Al-Banna, fondateur de la confrérie et la pendaison de l'idéologue du mouvement, Saïd Qutb, en 1966 sur ordre de Gamal Abdel Nasser. Partout où la confrérie a prospéré sur les terres arabo-musulmanes, ils ont vite constitué un risque pour les pouvoirs en place et ont été pourchassés, car ils représentaient un danger réel pour la société civile. Ce sont eux qui se sont soulevés contre le libéralisme sociétal de Bourguiba, lequel n'a eu de cesse de les combattre. En 1981, ce sont eux aussi qui à Homs et Hama, en Syrie, se sont soulevés contre la constitution laïque d'Hafez al-Assad et la domination alaouite jugée impie, plongeant le pays dans une atroce guerre civile qui n'a été que la première étape du conflit syrien actuel. Battus, ils ont été exterminés ou exilés tandis que la confrérie est toujours interdite en Syrie sous peine de mort, ce qui explique la haine des frères musulmans actuels envers le régime de Bachar al-Assad. Ce sont eux à nouveau qui, en Syrie, ont déclenché en grande partie la guerre civile actuelle, notamment à Homs et Hama. En Algérie, ce sont eux qui sous le manteau du FI ont revendiqué le pouvoir, dans les années 90, plongeant le pays dans une guerre civile de plus de 10 ans qui devait faire entre 150 et 250 000 morts ou disparus, guerre qui, sous de nombreux aspects, rappelle le conflit syrien actuel. Ce sont eux aussi qui, en Libye, avaient tenté de s'opposer au socialisme de Kadhafi qui, de ce fait, les avait emprisonnés et chassés du pays. Mais alors, pourquoi les frères font-ils autant peur et comment s'explique leur aversion radicale envers la laïcité, les droits fondamentaux et la charte des droits de l'homme et donc envers les principes de la démocratie occidentale? Dans les faits, c'est parce qu'ils récusent les fondements de la société occidentale et les valeurs universelles des droits de l'homme. Ce sont eux pourtant que la diplomatie d'Obama a appuyé et soutenu à Tunis et au Caire, et ce sont eux que Mme Clinton, en tant que chef du département d'État, avait intégré en surnombre, dès 2011, au sein du Conseil national syrien pour représenter la société civile syrienne, ce qui n'est pas le moindre des paradoxes pour qui connaît leur philosophie. Il est vrai que la politique américaine actuelle est illisible dans le monde arabo-musulman. Dans un entretien accordé au début de l'année 2013 à l'agence Reuters, Daïk Alfan, chef de la police de Dubaï, affirmait que les frères musulmans égyptiens étaient liés à un complot présumé dans son pays visant à renverser le gouvernement des Émirats arabes unis. Selon lui, le but de cette organisation est d'imposer un État islamiste dans tous les pays du Golfe.
Ce sont des dictateurs, dit-il à propos des frères musulmans bannis des Émirats arabes unis, Ils veulent changer les régimes en place depuis longtemps et obtenir le pouvoir à vie. Il devait ajouter, les frères musulmans en tant que parti au pouvoir n'ont pas le droit de s'ingérer dans les affaires d'autres pays. Ils ne sont plus un parti politique et doivent respecter l'indépendance des autres pays. Une tentative de prise de pouvoir par 94 de leurs membres a déjà eu lieu dans les Émirats arabes unis, sous l'égide du Mourchid guide, faisant référence à Mohamed Badi, le guide suprême des frères musulmans en Égypte. Même si ce complot a été démenti par les intéressés, certains militants islamistes émiratis, inspirés par la montée en puissance des groupes religieux en Égypte et en Tunisie, ont renforcé leurs activités, provoquant la colère des responsables des Émirats, où aucune opposition n'est tolérée. Cette opinion est aussi celle de l'Arabie saoudite, devenue le principal contempteur des frères musulmans. En effet, les relations entre l'Arabie et les frères musulmans, bonnes durant 3 décennies, se sont dégradées avec la première guerre du Golfe en 1990 quand la confrérie a critiqué le royaume pour avoir accepté des bases américaines sur son territoire. Beaucoup de frères musulmans ont été alors violemment expulsés, et les relations se sont tendues davantage après les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. À l'époque, Riyad avait accusé les frères musulmans d'être à l'origine de l'idéologie djihadiste et le ministre de l'Intérieur, le prince Naïef, avait alors déclaré publiquement en 2002 que tous les groupes extrémistes sont issus des frères musulmans. En contrepartie, la confrérie ne cachait pas son objectif de faire chuter la dynastie des Saouds en vue de lui substituer un État. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.